La toute première fois. Une émission d'Augustin Trapenard. Bonsoir Jean-Jacques Bonvin, vous allez bien ? Très bien, merci, bonsoir à vous. Alors d'abord merci à vous d'être là, de nous offrir cette première fois et merci de ne pas m'en vouloir parce que du coup je vais vous présenter, vous savez comment ça se passe, je vous décris, je vous photographie, en un mot, je vous habille. Pantalon noir et mocassin, chemise bleue de la couleur de vos yeux, la peau hâlée, le sourire charmeur, un petit côté Clint Eastwood et il fallait que vous soyez suisse, pardon. Jean-Jacques Bonvin, vous êtes le doyen de nos jeunes premiers, cet été la petite soixantaine assumée et avec quelle autorité, vous avez les traits fins, une vraie dégaine comme un acteur américain, cette voix grave et assurée, j'ai l'impression qu'on était fait pour se rencontrer Jean-Jacques Bonvin puisqu'on est tous les deux férus de poésie et des fumeurs invétérés. Jean-Jacques Bonvin, vous êtes donc romancier et après un premier texte il y a 10 ans qui s'appelait La résistance des matériaux et qui a un peu disparu de la circulation, vous allez nous raconter, vous débarquez dans le paysage littéraire français avec un roman étonnant, un tout petit livre de 60 pages qui s'appelle Ballast et qui ressuscite l'essence de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, mais surtout Neal Cassady, celui qu'on connaît un petit peu moins bien mais autour duquel se cristallise cette Beat Generation, celui qui contrairement aux autres a vécu jusqu'à l'excès, celui dont ils se sont nourris pour écrire leurs œuvres mythiques. Ballast, c'est un livre à son image, à l'image de Neal Cassady, un livre qui fonctionne par fulgurance, au gré de souvenirs, de notes, d'expériences. C'est un livre qui sonne, qui résonne, qui détonne dans la rentrée littéraire avec une liberté assez époustouflante. Comme je suis content, Jean-Jacques Bonvin, de vous recevoir sur ce plateau pour partager avec nous cette première grande fois. Première fois. Alors Jean-Jacques Bonvin, je vous avais promis d'être gentil pour cette petite présentation. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou alors ça va ? C'est parfait. Bon, tant mieux. Parfait. Ça commence bien. Oui. On va commencer par un mot. C'est le titre de ce roman, Ballast, B-A-2-L-A-S-T. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ballast, il y a d'abord la sonorité. Ballast. Et c'est l'histoire d'un mot. L'histoire du mot est assez particulière dans la mesure où c'est un mot ancéatique. Ballast signifiait tout simplement l'amas de grains de pierre et de sable qu'on mettait dans les bateaux lorsqu'ils avaient déchargé leur cargaison. Ils devaient rentrer à leur port d'origine. Ils étaient donc chargés. Peu à peu, le ballast est devenu ce même mélange de sable et de gravier qui sert aux dizaines de milliers de kilomètres de voies de chemin de fer et qui maintient, tout en restant élastique, qui maintient les rails en assurant la stabilité du train. Et alors, le projet de ce livre, en fait, il est né de ce mot, ballast ? Non, il est né du fait que Neal Cassady est mort sur le ballast. En fait, ce que je sais du mot ballast, je l'ai appris après. Il est mort sur le ballast, non pas d'ailleurs, j'aimerais le dire tout de suite, par une chaleur épouvantable de près de 50 degrés, mais la température tutoyait les 0 degrés puisque c'était au nord de Mexico, en plein désert. Il était parti de nuit, gavé d'amphétamine, de tequila, de barbiturique. Et il avait eu l'intention de faire à peu près une centaine de kilomètres en comptant chacune des traverses qui étaient sur le ballast. Et l'une des raisons de sa mort, c'est le froid. Et non pas la chaleur. Donc c'était un livre en fait au départ qui était dédié vraiment à la figure de Neal Cassady. Vous vous êtes dit un jour je vais écrire un texte sur Neal Cassady. Tout à fait. D'abord j'ai lu les mémoires de la femme de Cassady, qui est une personne extraordinaire. Vraiment une femme qui d'ailleurs était une artiste elle-même. Elle a peint notamment l'attirail de Cassady quand il était dans les chemins de fer. C'est une peinture tout à fait à la fois attachante et surprenante parce qu'il y a un vrai talent. J'irais jusqu'à dire, je pousse, mais j'irais jusqu'à dire qu'il y a un peu de Van Gogh là-dedans. Et les mémoires de Caroline Cassady m'ont mené à Cassady lui-même, et très tardivement, parce que j'ai peu connu la Beat Generation, à Ginsberg, Kerouac et Burroughs. Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette figure de Neal Cassady tout de suite ? Il servait un peu de chair à narration, de chair
récit, non pas tellement à Burroughs, mais en tout cas à Ginsberg et à Kerouac, dans la mesure où il n'était pas fâché de le voir prendre des risques insensés, mais vraiment des risques pour sa vie, de sorte qu'il pouvait l'écrire après. Donc j'ai totalement exagéré, mais c'est en fait une espèce de... Comment appelle-t-on? C'est la chèvre de M. Seguin. Mais au lieu d'être la chèvre attachée, c'est une chèvre qui part dans tous les sens. Et on la fait partir dans tous les sens pour pouvoir écrire ensuite quelles ont été ses gambases, son trajet. Il est devenu écrivain plus tard, ou du moins il a essayé de l'être, mais il était d'abord la chose de Ginsberg et de Kerouac. Life goes where the new forms are. So you're not gonna have to... Première fois. Enjoy it. Jean-Jacques Bonvin, la voix qu'on vient d'entendre entre deux premières fois, c'est celle de Neal Cassady, justement, qui est au cœur de ce roman Ballast. Et c'est vrai que c'est un personnage fascinant, hein, parce qu'il est beaucoup moins connu que Kerouac, Ginsberg et Burroughs. Et pourtant, il incarne complètement, pour le coup, et ça vous le racontez très bien dans ce texte Ballast, l'expérience des beatniks. La Beat Generation, c'était lui, en fait. Officiellement, non. Officiellement, historiquement, non. Il en fait partie, mais il est sur un strapontin ou dans les coulisses. Dans les faits, plus j'ai, et encore une fois souvent après avoir écrit Ballast, plus j'ai lu sur Cassady, plus je me suis rendu compte que c'était un être tout à fait extraordinaire parce qu'il est allé jusqu'au bout sans jamais essayer au fond de ralentir le mouvement, essayer de prendre ses aises comme l'a fait Kerouac de manière pas très agréable. Ni politiquement, ni littérairement, ni dans sa vie privée. Il est allé jusqu'au bout et, en fait, sa trajectoire est exactement celle dont rêvaient les Beats depuis le début, depuis les années 40. Il est allé jusqu'au bout et il s'est écrasé littéralement contre le ballast, alors que les autres ont considérablement ralenti avant d'atterrir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre, Ballast, il est complètement à l'image de Neal Cassady, c'est-à-dire qu'il est complètement libre. C'est un livre qui est en mouvement, je l'ai un petit peu dit en présentation, on passe vraiment d'une fulgurance à l'autre, d'un paysage à un souvenir, à une expérience. Ça, c'était important pour vous, vous vouliez vraiment construire un texte à l'image de ce personnage? Oui, en fait, au début, je voulais... Le premier jet du texte, c'était un texte qui était plutôt inspiré par une image. C'était Kerouac sur un wagon, tapant sur sa machine, et on avait le mouvement du train qui est un mouvement horizontal et le mouvement de la machine avec le rouleau qui était plutôt un mouvement vertical. Et entre le cliquetis de la machine et le cliquetis du train, au fond, des roues du train, j'avais une image qui me tarabustait parce que je voulais la rendre d'une façon ou d'une autre. Et la seule façon de la rendre, c'était évidemment d'avoir un certain type de phrase, un certain type de ponctuation, et puis surtout une brièveté de l'ensemble du texte, parce qu'on ne peut pas, me semble-t-il, parler de Cassady dans ce contexte de la Beat Generation en s'étendant sur des centaines de pages. C'est pas possible. Et alors, Jean-Jacques Bonvin, c'est intéressant parce que ça pose quand même la question de la vérité. Cette image dont vous nous parlez, c'est une image qui est vraie, c'est une image que vous avez lue. On ne sait pas vraiment où est la frontière entre la réalité et la fiction dans votre livre. C'est quand même des personnages qui ont vécu. Oui, mais je pense que c'est une légende plus qu'un récit. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout le côté historique. Le côté factuel, oui. Le côté historique, non. Ce qui m'intéressait, c'était, au fond, la légende que l'on pouvait construire à partir de faits qui sont quand même relativement connus, mais d'une quantité d'autres faits qui ne sont pas. Et j'ai un exemple, mais toute proportion gardée. Hein. C'est Jacques de Voragine, par exemple, écrivant sur Saint-Denis. Il y a des bruits qui courent, il y a des manuscrits, il y a une multitude de choses qu'on connaît sur Saint-Denis, et il en fait un texte qui est un texte à la fois absurde, avec des données historiques tout à fait exactes. Et c'est un peu cette démarche-là, c'est celle d'une légende. On écoute Helplessness Blues de Fleet Foxes. I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you'd conceive. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know.
Jean-Jacques Bonvin, on a évoqué ce roman Ballast qui est dédié à la figure de Neil Cassady, mais on a envie de vous connaître un petit peu mieux quand même, votre parcours, toutes les vies en fait qui vous ont mené à l'écriture et à la poésie. Est-ce que vous avez toujours écrit? Non. J'ai écrit un roman policier quand j'avais 8 ans. Je l'ai oublié dans un frigo et je ne sais plus où était ce frigo. J'ai commencé vraiment à écrire vers la trentaine, mais j'écrivais essentiellement dans des revues. J'adore le principe de la revue, j'adore la revue en tant que telle, qu'elle soit papier ou qu'elle soit online. Et je ne sais pas très bien, je dirais quantitativement, ce que j'ai pu écrire. C'est essentiellement dans des revues. C'est à la suite de découvertes dont on parlera peut-être un peu plus tard, que je me suis mis au fond à croire que je pouvais écrire. Parce qu'il y avait des problèmes de procrastination, il y avait des problèmes de considération. Et puis ensuite, le rythme est venu, c'est un rythme relativement lent, c'est un rythme qui est non pas régulier mais ponctuel, et d'une façon générale, j'aime bien les textes brefs de plus en plus. C'est aussi j'avais essayé de publier un premier roman qui est plus ou moins sorti, qui était La Résistance des matériaux. Oui, c'est ça, hein. J'en ai un petit peu parlé en introduction, un texte un peu maudit en fait. Il lui est arrivé des tas d'histoires, disons qu'à peine paru, l'éditeur et le distributeur ont fait faillite, tout simplement. Combien d'exemplaires vendus dans un livre? C'est pas la moindre idée. Pas la moindre idée. J'en ai un exemplaire. Donc regardez, c'est culte. C'est tout. Pour moi, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans ce titre, La résistance des matériaux, c'est en fait la matière, les matériaux, justement, parce que vous avez parlé de ce mot ballast, justement, oui. Vous avez lié à un matériau. Je sais que vous avez également créé une revue qui s'appelle Coltard, ça veut dire donc goudron de houille. C'est un hasard tout ça, ou vous avez quelque chose un peu avec la matière, les matériaux? Non, j'adore les bâtiments. J'adore les chantiers, l'odeur du mortier, du ciment, j'adore l'odeur du goudron, j'adore l'odeur de l'asphalte. Je pense que l'asphalte est mon préféré. Je me suis arrêté une ou deux fois sur des chantiers, sur les routes où ils balançaient de l'asphalte, notamment pour des raisons de vocabulaire. Qu'est-ce que l'asphalte, le bitume, le coltard, etc. Et j'ai beaucoup d'affection, j'ai beaucoup travaillé dans le bâtiment. Donc les matériaux de construction en général, et non pas seulement les liants ou les isolants me passionnent, aussi bien en tant que tel que pour leur nom. Il y a quelque chose de fabuleux dans ce texte, un ballast que j'ai personnellement énormément aimé, c'est cette attention que vous avez aux résonances, aux sonorités, à la matérialité des mots, et on s'en rend compte quand on vous entend parler de ces matières, cette attention à la langue en fait. Il y a des citations en anglais qui se greffent dans une phrase. D'ailleurs, je me suis demandé quand vous l'avez écrit, c'est un texte que vous avez lu tout haut en fait à mesure que vous l'écriviez, comme Flaubert dans son Gueuloir. Certains passages, oui, pas tout. Pas tout parce que j'ai quelques peines avec moi-même et avec mes textes, donc je préfère ne pas trop, comment dirais-je, créer une animosité entre le texte et moi-même. Donc je relis certains passages qui effectivement sont des passages, par exemple, lorsqu'il s'agit de voitures de vitesse ou autre, encore une fois, disons de la mécanique ou des véhicules ou autre. Les autres passages, je ne fais que lire dans ma tête. Bien, Jean-Jacques Bonvin, si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre une drôle de voix qui essaie de nous parler. J'ai l'impression que c'est mon invité d'hier soir qui vient de ressusciter. Je pense qu'il était le plus important, c'était le premier spectacle dont je me souviens en fait. C'est un spectacle de Moss Million. J'ai eu la chance de voir ce spectacle à Nîmes quand j'étais tout petit. J'avais, je pense, 6 ans, comme ça. Et ça m'a vraiment fasciné. Et c'est là où je me suis vraiment mis à faire de la chorégraphie en fait. Avant je dansais un peu, mais là je me suis mis à écrire des petites danses sur des carnets en fait, à dessiner des idées. Et dans ce spectacle de Million, il y avait
il y avait comme des millions de possibilités de formes, de mouvements qui étaient actualisés par le corps. Et ce qui était incroyable, c'est que ces corps se transformaient, que le corps devenait quelque chose d'autre. Voilà, que c'était plus le même corps, le corps habituel de tous les jours, que ça devenait d'autres types de corps. Cette voix qu'on vient d'entendre, c'est bel et bien celle du danseur chorégraphe Noé Soulier, qui était mon invité hier soir et qui répondait à la question que je vais vous poser maintenant. Jean-Jacques Bonvin, c'est la même question tous les soirs. J'aimerais que vous me racontiez une première fois déterminante pour vous, en tant qu'écrivain, peut-être une lecture, une rencontre, une source d'inspiration, n'importe qui, n'importe quoi. C'est vous qui choisissez. C'est une première fois qui est double. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment été passionné par la littérature, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus que de la littérature, que c'était peut-être tout simplement la vie. Je l'ai fait par l'entremise de deux écrivains qui m'ont tellement fait rire un été durant, j'étais vraiment plié en deux, un été durant. C'était d'un côté Beckett, c'est-à-dire au fond la Sète, et de l'autre côté c'était Carlo Emilio Gadda, qui est le macaronique, et tous deux traitent au fond du désespoir, mais sur un mode qui m'a fait comprendre que c'est aussi ça la littérature, c'est-à-dire que le désespoir pouvait se résoudre dans la littérature, non seulement s'y résoudre au fond avoir presque une action thérapeutique, mais qui pouvait pousser au rire, qui pouvait pousser au fond à une joie de vivre que d'autres états ne permettent peut-être pas. Donc cette première fois, je le vois bicéphale, deux drôles de têtes d'ailleurs, celle de Beckett et de Gadda. Et c'est sur cette double première fois alors qu'on va conclure notre rendez-vous. Jean-Jacques Bonvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cet étonnant roman Ballast qui paraîtra le 18 août prochain aux très belles éditions Alia. C'était votre première fois sur France Inter, en aucun cas la dernière. Cette émission était réalisée par Lucie Akoun et Audrey Ripouille, préparée par Aurore Vincenti et Alexia Lacour, avec ce soir à la technique Pascal Baldassari et Grégory Wallon. Rendez-vous demain pour la première fois du chanteur Sidney Valette. Il est 20h24 sur France Inter, vous avez bien raison, Bertici, puisqu'on retrouve tout de suite Vincent Josse qui nous emmène dans l'atelier de Jean-Paul Kaufmann, une émission diffusée le 16 octobre dernier. Est-ce que vous le connaissez, Jean-Paul Kaufmann? Non. Pas du tout? Non. Ça va être l'occasion, là. Absolument. Absolument. Et puis, je tiens à vous remercier. Vous êtes le bienvenu, comme on dit en anglais.